et que les otages retrouvent leur Ah maison. oui, ah oui, ah Ça, oui, c'est vrai, ah oui, c'est vraiment important, ouais, parce que c'est ça l'actualité internationale. International en ce moment, effectivement. Et pour revenir à l'actualité au Bénin, on constate que le parti politique Les Démocrates va de report en report pour son conseil national. Le duo candidat peine à se faire connaître. C'est normal parce que lorsque vous observez bien, nous sommes dans un contexte un peu particulier depuis quelques temps, notamment le débat autour de la question de l'autoparrainage qui certainement aussi a pesé dans la balance, qui a fait que les choses ont dû prendre du temps. Et vous savez, le Parti des démocrates, il y a quand même des ambitions à l'interne. Et donc, il faut d'abord avoir, je vais dire, une sorte d'éclaircissement de tout ce débat-là avant de pouvoir désigner. Et donc, après aussi, il y a que le parti a choisi une voie démocratique de désignation de son duo présidentiel. Et lorsque vous choisissez une voie démocratique, il va de soi que les intérêts puissent s'affronter. Et lorsque les intérêts s'affrontent, il faut un peu de temps pour essayer de retrouver le consensus. Donc je pense que, de l'extérieur bien sûr, je pense que les démocrates sont en train de vouloir chercher le consensus possible avant d'aller au Conseil national. Contrairement à ce que d'aucuns, d'autres ont fait, notamment la majorité présidentielle, où on a téléporté rapidement quelqu'un. Là, c'est plus facile. Vous voyez un peu entre une position, je vais dire, un peu dictatoriale et une position démocratique, c'est compliqué lorsque vous optez pour la seconde option. Donc, c'est ce qui fait qu'ils sont en train de reporter, Mais le plus important, je l'ai toujours dit ici, il faut retenir que, quels que soient les reports qui sont faits, c'est qu'ils sont toujours dans le délai. C'est le plus important. Donc, ils peuvent même reporter encore jusqu'à 20 h parce qu'ils ont prévu 9 h à 10 h d'aujourd'hui. Donc, ils peuvent même reporter à 20 h ou même à 23 h ou peut-être même s'ils veulent, à demain. Tant qu'ils sont dans le délai imparti par le code électoral et validé par la Sénat, je pense que le débat peut ne pas se faire. Mais comprendre que le contexte actuel fait qu'ils sont obligés d'aller de report en report. Et ce qui a avantagé l'autre côté, c'est qu'ils avaient assez de parrains et après ils sont au pouvoir. Et après aussi, ils sont les seuls apparemment à avoir la compréhension des dispositions du code électoral, notamment l'article 132. Quand les choses sont ainsi, ne vous cherchez pas à vouloir comparer la procédure entre les deux. Encore que la procédure n'est pas la même. Quelque part, il y a de la démocratie que nous sommes en train de saluer et quelque part, on nous a montré qu'on peut implanter, ou bien je veux dire, on peut implémenter une réforme et faire exactement le contraire de ce que l'esprit de la réforme que l'on a porté soi-même est en train de nous dicter. C'est votre opinion? Oui, mais bien sûr. Paul-Marie Ressou, sur la même question. Mais, opinion que je partage largement parce que, vous savez, l'exercice de la démocratie, ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui sont au pouvoir disent que c'est une perte de temps. Ils ne l'ont pas dit. Quoi? Vous êtes dans ce pays ou pas? Ils l'ont dit. Ils l'ont dit que c'est une perte de temps, le dialogue. C'est une perte de temps, les discussions. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ceux qui sont au pouvoir, au pluriel, quoi. Au pluriel. Donc, c'est dire que c'est... pas souvenance. Ah bon, vous allez peut-être retrouver les bandes, et même ici, devant vous, tout le temps, Distel le dit. Distel, j'appelle son nom, pour que vous rappeliez. Il le dit tout le temps que dialoguer, c'est donc, qu'ils veulent aller au développement. Mais on a vu, au finish, 10 ans, qu'il n'y a pas de développement. Parce que le développement, ça y est, moi, je veux voir le développement. Depuis, je traverse la ville de Cotonou, je vais à les démocrates. Tout le temps, je ne vois pas le développement. Donc, les démocrates ont choisi la voie de la démocratie. Et c'est ça. Ça prend du temps. Ce qui est sûr, il y a un délai, c'est demain à minuit. Et je crois qu'avant qu'on aille à demain, qu'on aille à minuit demain, il y aurait un consensus. Et c'est ça, ce qui est intéressant. Consensus. À partir du moment où on s'entend et qu'on dit, bon, voilà, nous allons tous regarder dans cette direction, à partir de cet instant, on se range, il y aura nécessairement des remous, mais on se range et puis on va de l'avant parce que il y a un temps pour la discussion, il y a un temps pour aller de l'avant. Dans un premier temps, on a lu sur les réseaux sociaux le nom de Renaud Agbodjo et après, on a vu encore d'autres noms. Oui, Renaud Agbodjo, c'est un avocat, vous le savez bien, que c'est un avocat, un brillant avocat. Et quand je le dis aux gens que les candidatures chez les démocrates, c'est du mouse, ils n'ont pas compris. Et que quel que soit celui que vous prenez, vous verrez que c'est puissant. Et Renaud Agbodjo, vous savez, s'il advenait que c'était lui qui est choisi, ben écoutez, vraiment, c'est la plus grande opposition que les démocrates peuvent apporter
à la mouvance, dans tous les termes, hein, dans tous les sens qu'ils utilisent, à savoir jeunesse. Renaud Agbejo est encore plus jeune que leur candidat. À savoir technocrate, c'est un technocrate de la loi. Prenez n'importe quel domaine qu'ils utilisent, vous verrez que c'est vraiment de l'opposition ici. Et maintenant, qu'ils prennent encore d'autres, comme Eric Koundété, comme Kamel Ouassangari, sur les trois noms quand même, vous verrez aussi la puissance de leur candidature à travers beaucoup d'autres choses. Vous savez, Eric Koundété est un entrepreneur, peu le savent souvent. Il est un entrepreneur, il a été un entrepreneur depuis qu'il a quitté l'université. Donc, ce n'est pas qu'un politicien comme certains pensent qu'il est, mais c'est un entrepreneur et c'est aussi un candidat de poids en matière d'expérience. Lui, il a une expérience pratique du Parlement, alors que Renaud Agbejo a plutôt une expérience pratique des lois. Et donc, je crois que Ouassangari également, vous le savez bien, toute la lutte qu'il a menée, puis toutes les prises de position au Parlement et sa connaissance donc, de la gestion macroéconomique de notre pays aujourd'hui, vous savez. Moi, je crois que les démocrates, franchement, ont de la matière à revendre. Il s'agit simplement que cette étape soit passée et qu'on passe maintenant à l'étape de confrontation des candidats. Vous allez voir vous-même la valeur et la qualité de chaque duo en présence. Dites-nous, Angelo Landry Delacroix, quelle est votre opinion sur les noms qui circulent? Ah oui, comme tout le monde, je découvre qu'il y a un certain nombre un certain nombre de personnes dont les noms reviennent. Avec insistance? Oui, avec insistance, notamment Maître Renaud Agbejo et le président Eric Koundété, et puis aussi Kamel Ouassangari et bien d'autres, c'est vrai. Mais quand vous regardez bien, ce qui vient, c'est que Maître Renaud Agbejo est en tête de tout ce lot-là qu'on est en train de On a vu même des audios où les gens disent qu'il veut être imposé par Boniaï. Oui, je pense que ça, ce sont de petits débats. Vous savez, dans un parti politique, il y a plusieurs courants. Ce n'est pas parce qu'un choix est fait de façon démocratique que c'est tout le monde qui l'a choisi. Donc on a dit la démocratie, même on dit que c'est la majorité. Donc souffrez que la minorité qui ne retrouve pas ça à savoir dans le choix qui est fait puisse quand même se lamenter. Ils vont se calmer avec le temps, ils vont se calmer, ça arrive. Donc ce que je voudrais dire, c'est que Maître Renaud Agbejo, nous l'avons vu dans des combats dans ce pays depuis pas moins d'une dizaine d'années que le pouvoir en place est là. Il a été dans des combats vraiment salvateurs pour l'état de droit de notre pays, pour la démocratie et aussi pour les droits humains. Et vous savez que nous ne pouvons pas construire un pays sans l'état de droit. Nous ne pouvons pas construire un pays sans la démocratie, sans les droits humains. Et donc, quand vous avez quelqu'un comme ça qui est convaincu de la chose, vous vous dites que quand on regarde un peu la blessure qu'a notre pays depuis environ une dizaine d'années, dans ce domaine-là, il a le profil et c'est un monsieur que je pense de l'extérieur, en analysant bien sûr, et qui maîtrise les enjeux, tant au niveau national qu'international. Parce que d'abord, il est juriste, et quand vous êtes juriste, et toute modestie gardée, les juristes sont présumés avoir une certaine connaissance un peu plus élargie de toutes les questions, même des questions économiques. Et donc, déjà, je pense que on peut le mettre à son actif. Et après, il a été militant. Et je disais à l'entame que les gens ont fait une réforme en voulant que tout le monde, pratiquement, pour ceux qui veulent faire la politique, puisse adhérer au grand parti politique. Et donc, il est un vaillant militant, il est conseiller juridique du plus grand parti de l'opposition, contrairement, ça dit, comme il l'a rappelé tout à l'heure, le docteur, contrairement au candidat de la majorité présidentielle qui n'a pas fait preuve de militantisme, qui n'est membre d'aucun parti politique. Renaud Agbejo, aujourd'hui, non seulement il est technocrate, non seulement il est plus jeune, parce qu'il doit tourner autour de 43 ans, et donc, il est plus jeune, et alors que nous savons que l'âge pour aller aux élections présidentielles, c'est de 40 ans. Donc déjà là, dans le contexte actuel où une forte majorité de notre population, même dans la sous-région, voudrait que l'on puisse faire la promotion des jeunes, et pas seulement la promotion des jeunes, mais des jeunes qui ont leur tête sur les épaules et qui ont de la matière à revendre, qui maîtrisent réellement les enjeux. Je pense qu'effectivement, les démocrates, si c'est vraiment lui qu'il venait à choisir, n'aurait pas mal fait, parce que ce serait, je dirais, une récompense d'abord au militantisme, à l'engagement, et aussi une récompense à la fidélité aux principes, notamment les questions de droits humains, d'état de droit, de démocratie. Et aussi, et lorsque vous observez bien, Maître Renaud Agbejo, c'est quelqu'un qui quand même a un certain charisme, et qui a du goût,
et qui a du goût, qui sont des éléments que nous voulons pour notre pays, qui a du goût et qui a une perception des questions, une perception élargie des questions. Et donc, je pense que nous allons peut-être attendre pour voir quel sera le choix qui sera fait. Mais je pense que c'est aussi important. Il y a aussi un élément très important si c'était lui. Il nous vient du centre. Il nous vient du centre et c'est un critère à intégrer dans la sociologie politique béninoise. Parce que aujourd'hui, nous avons besoin quand même d'un gouvernement, je dis, d'une équipe qui essaie d'unifier cette nation. Parce que nous sommes en train d'aller vers la construction de l'État-nation. Les démocrates parlent d'unité nationale, de réconciliation. Absolument, c'est très important. C'est très important parce que nous sommes en train d'aller vers l'État-nation et je dis, notre marche a été freinée, a été malmenée ces dernières années par un certain nombre d'éléments que vous savez. Et donc aujourd'hui, si nous voulons aller vers la réconciliation et tout, je pense qu'un candidat pareil, qui d'ailleurs, il faut le dire, est une nouvelle figure. Et tout ce que les gens demandent aujourd'hui, c'est aussi ça. Nous sommes en train d'avoir une nouvelle classe, une nouvelle génération qui sont en train d'aller au devant de la scène, donc ce qui est une nouvelle figure. Et nous pensons que lui, par exemple, il ne serait pas trop dans la guéguerre entre voilà, les deux camps qu'on connaît en tant que tel. Donc c'est une nouvelle classe. Je pense que si c'est lui, nous attendons toujours, hein, si c'est lui qui est choisi, et on aura le temps de revenir ici et de parler des atouts en comparaison, bien sûr, aux candidats aussi de la majorité présidentielle. Oui, Paul Marois, vous voulez réagir à l'instant? Oui, bon, je constate que c'est un confrère. Bizarrement, vous êtes d'accord sur... Oui, mais c'est un confrère d'Angelo, donc il a la langue tellement déliée aujourd'hui. Non, je suis objectif quand même. Non, je ne dis pas que c'est pas objectif, mais la langue est très déliée aujourd'hui. Je suis surpris. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne dit rien qui soit hyperbolique ou métaphorique. C'est des choses, je crois, réelles et des choses concrètes sur la personne. Mais avant de revenir à Renaud, à Boudjo, je voudrais quand même rappeler qu'il ne faut pas oublier tous les candidats dont nous avons parlé, c'est-à-dire que Eric Oumete, c'est quand même le poids, c'est un poids lourd. Si on veut vraiment parler de la politique au Bénin, et quelqu'un qui a une expérience extraordinaire en ce que, vous savez, depuis que lui il a commencé à faire de la politique avec Fosclé, et puis bon, ils ont été élus au Parlement, puis Serpeto qui était avec eux, entre-temps a été appelé au gouvernement par le président Kérékou. Lui là, il est resté égal à lui-même, resté dans l'opposition, et depuis ce temps, il a fait comme le peuple béninois. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un alignement entre le peuple béninois, ce que veut le peuple béninois et lui. Et donc, tout le temps, contre Yahi, il a été opposant, contre Talon, il est opposant. Donc, et comme tout cela, le peuple a rouspété, on va dire. Mais à un moment donné, les destins peuvent se croiser. S'il était choisi, je crois que ce serait vraiment l'histoire de destin croisé. Mais pour revenir à Boudjo, avant de parler bien sûr de Wassangari, René à Boudjo, moi j'ai apprécié beaucoup son parcours d'avocat. En ce sens que il a défendu quand même des gens, des jeunes qui ont été pris dans les difficultés que nous avons connues en 2019, en 2020, 2021. Donc il a défendu non seulement les jeunes, mais il a défendu aussi des figures très emblématiques. Tel que Rekia Madougou. Rekia Madougou, vous savez, c'est son avocat encore jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? Et il a défendu également à Javon, il a défendu un certain Métognon. Métognon, j'espère que vous connaissez ce nom-là. Métognon, c'est quand même une figure importante de l'histoire du Bénin qui a connu des difficultés dès le début donc, du mandat du président Talon. Mais qui, après sa sortie, est resté égal à lui-même. Je crois qu'il faut reconnaître ça. Et puis, il a défendu également le président Yahi. Donc, vous voyez, c'est celui-là qui a pris fait et cause pour les gens en difficulté. La cause de l'opposition, si on peut le dire ainsi. Pardon? La cause de l'opposition. Les causes de l'opposition, mais c'est les gens en difficulté, justement,
ceux qui sont en difficulté, c'est l'opposition. Vous avez vu quel membre de la mouvance se plaindre. C'est vrai, eux aussi, il y a parfois qu'on les prend pour des affaires de détournement et autres, mais ceux qui sont plus en difficulté, c'est ceux de l'opposition. Et moi, je crois que ça, c'est un symbole fort en ce moment. Et c'est un symbole qui contraste tellement avec le candidat de la mouvance que vraiment ça va être un débat. Et tous, Ouassangari également, c'est un symbole de lutte, c'est un symbole c'est un jeune qui a du savoir. Moi j'ai lu son livre, le livre qu'il a publié, près de 400 pages, pour parler du Bénin, pour parler de ce qu'il va pouvoir entreprendre, pour faire progresser le Bénin. Je crois que, sincèrement, nous avons de la matière dans ces candidatures qui profilent à l'horizon. Chacun d'eux vaut vraiment de l'or et peut faire le débat avec la mouvance. Merci à vous, Paul Maïossou. L'interrogation à Angelo Landry de la Cour, c'est en lien avec la thématique de ce débat. Houndété, autant pour moi, Agbodjo Houndété, est-ce le duo des démocrates? Je le saurais le dire, alors nous parlons, puisqu'on nous a dit que de 9h à 10h, voilà, ils doivent être au Conseil national. Donc, ce qui sortira de là, c'est ça, nous allons prendre et nous allons analyser. Mais je pense qu'effectivement, comme il a dit, je l'ai dit aussi à l'entame, que le président Éric Houndété, c'est quand même un homme d'expérience. Et heureusement, fort heureusement que nous sommes en train de parler d'un duo. Et donc, ce n'est pas une seule personne. Et donc, quel que soit le schéma, on aura deux personnes, que ce soit Maître Agbodjo ou pas, que ce soit le président Houndété ou bien même encore l'honorable Kamer Ouassangari. En tout cas, ce sera deux personnes. Et donc, les deux personnes vont se mettre ensemble pour former une équipe, même si nous savons que le VP au Bénin a un rôle essentiellement décoratif. Essentiellement décoratif. Et donc, je pense que l'idée, c'est-à-dire l'idée ira ensemble. Ça sera revu après. Oui, c'est une possibilité. Rien n'est éternel. La preuve, c'est que quand les gens ont pris le pouvoir dès 2016, nous avons vu, tout a été remis en cause. Et puis, voilà, avec de nouvelles lois, des innovations, ce qu'on a appelé des réformes. Et donc, quel que soit Alpha, qu'il s'agisse de M. Wadani ou qu'il s'agisse de Renaud Agbodjo, de Houndété ou de Ouassangari, celui qui viendra également a des réformes certainement à faire pour essayer de parfaire ce qui n'est pas bon. Vous voyez un peu, donc c'est possible qu'on aille à une relecture. Si vous me permettez d'apporter quand même quelque chose à ce niveau, moi je crois que quel que soit celui qui est à la tête, celui qui est en deuxième position, il y a des possibilités de lâcher une part de pouvoir à celui qui est là. Vous savez, le Sénégal nous donne un bel exemple de ce que le président peut se départir de son pouvoir et donner le pouvoir qu'il veut au ministre, au Premier ministre. Donc moi je crois que tout est possible. Tout dépend de la complicité entre les deux hommes au sommet de l'État. Oui, c'est bel et bien possible. Donc je le disais, je pense qu'il a déjà tout dit, et que le président Houndété aussi c'est un homme d'expérience, et ça c'est vrai. Et je pense que là, assez d'expérience, nous l'avons connu, nous l'avons vu à l'œuvre. Il a été, je dis, des fidèles, et qui a porté aussi assez de causes depuis de nombreuses années, de trop nombreuses années d'ailleurs. Et après aussi, c'est que lorsque vous regardez, c'est un monsieur qui a aussi, en termes de provenance ethnique, nous sommes en train de parler de la sociologie, donc que ce n'est pas un débat régionaliste, mais quand nous sommes en sociologie politique, ce sont des données qu'il faut évoquer. Et c'est un monsieur qui est maternellement et paternellement de deux zones qui vraiment sont des zones importantes. D'abord, il est de l'Atlantique, et après, il est de la zone du ministre Wadani également. Donc, de par son père, de par sa mère. Et c'est un monsieur qui, au moins, a la capacité de s'exprimer de façon aisée dans au moins 3 langues. Donc, plus que le ministre Wadani, d'ailleurs, qui ne comprend qu'une seule... Bon, en tout cas, donc plus que le ministre Wadani. Et donc, vous voyez, ce sont des éléments qui interviennent dans le champ de désignation du vote. Donc, de la position de l'électeur. En réalité, ce sont des éléments dont il faut en tenir compte. Après, on a parlé de Ouassangari, on l'a vu, et qui, surtout aussi à l'international, s'est révélé en tant que député. Je pense que c'est l'une des fiertés... Dans ce trio, il y a la crème. Oui, absolument. Parce que c'est l'une des fiertés que nous avons eues au niveau de ce Parlement-là, et donc du Parlement qui a été installé en 2023. Donc, on a vu un monsieur qui s'est préparé.
qui s'est préparé, qui a un projet, comme il a dit, qui a un projet politique pour le Bénin. Et donc, j'estime, et je l'ai dit, moi je le dis toujours, quel que soit celui qui sera choisi au niveau des démocrates, et je vous assure que ce serait vraiment du mérite, parce que c'est des gens qui ont un profil pointu. Le plus important, c'est de saluer la démarche que les gens sont en train de mettre en œuvre. Et aujourd'hui, si nous parlons de Maître Renaud Aboudio, je pense que tout le monde a eu le temps de le voir. Et ceux qui le voyaient, mais le débat qu'il a eu ici, et sur votre plateau en face du porte-parole du gouvernement, a été l'occasion de voir un peu la densité de l'homme, sa maîtrise des questions actuelles et des questions futures, et sa lecture, quelle offre celui-là peut proposer à un pays comme le Bénin, qui est un pays en difficulté et qui ne veut pas retourner derrière, mais veut aller de l'avant. Et donc je pense que ce débat-là, et ça c'est peut-être le temps de vous remercier, ce débat-là a permis de le mettre en orbite, de le mettre en lumière, et beaucoup de juges l'ont vu, et je pense que cela certainement a dû renforcer lui aussi sa confiance en soi, parce que et après, si vous êtes bon et que vous n'avez pas eu le temps de vous révéler, ça peut vous paraître un peu bizarre. Et donc je pense que c'est aussi ça le rôle des médias, et c'est pourquoi celui qui vient doit pouvoir travailler pour que les médias continuent de révéler les talents, parce qu'on ne peut pas révéler le Bénin sans révéler les fils du Bénin. Et révéler les fils du Bénin, c'est permettre à chacun de s'exprimer, de démontrer ce dont il est capable. Et je voudrais vous dire, vous avez vu, moi j'ai encore suivi hier nuit son débat où j'ai vu que c'est un monsieur qui convoquait assez de chiffres, il était vraiment pointu, il ne parlait pas en l'air, pas du tout. Donc on sent que ce monsieur vraiment, il est différent de ce que l'on a toujours vu, parce que, regardez un peu, observez, souvent lorsque les gens veulent condamner le gouvernement ou bien la gouvernance actuelle, et tout le monde parle, on parle, mais en réalité sans données concrètes. L'argumentaire n'est pas soutenu. Exactement. Mais là, vous avez une différence, et donc vous voyez que, c'est comme il a dit, nous sommes en train de voir qu'il y a une jeunesse aujourd'hui en Afrique qui est en train de porter, et si cette jeunesse-là s'allie aussi aux aînés, comme vous l'avez dit, le président Ondete et autres, qu'ils forment un duo, je ne sais pas, qui est tête, qui est VP, moi je ne suis pas encore dans ça, quand ils vont choisir, nous allons voir, mais j'estime que au niveau des démocrates aujourd'hui, ils ont assez de profils. Contrairement, et c'est ça, ça dit, je suis un peu peiné. De toute façon, oui, je suis un peu peiné de revenir faire toujours une comparaison avec ce qui s'est passé au niveau de la majorité présidentielle. De toute façon, parce que nous allons y revenir. Oui, une fois le on va revenir que M. Roman Wadayi, le meilleur d'entre nous, et je l'ai dit ici une fois, et ça, je suis un peu content ce matin, je l'ai dit ici une fois, on ne peut pas détecter le meilleur d'entre nous tant que nous n'avons pas fait une évaluation. Il n'y a pas eu de compétition et vous dites que c'est le meilleur d'entre nous. Il est meilleur d'entre nous sur la base de quoi? Les leaders politiques ont dit qu'ils ont eu une compétition. Oui, mais laissez ça. La compétition, vous avez entendu. Vous avez quand même entendu Fred Fouenou dont vous m'avez parlé ici. Vous avez entendu Fred Fouenou hier. S'il y a compétition, les acteurs politiques ont parfois aussi leur motivation politique ailleurs. Alors, Paul Maïressou, on parle des démocrates là, on s'en va conclure. Et quelles sont aujourd'hui alors les espérances? C'est que à l'issue de ce Conseil national aujourd'hui, on puisse avoir la fumée blanche. Ça peut ne pas venir aujourd'hui. Ça peut ne pas. Ça peut être. Est-ce que le consensus a du mal à venir? Non, ça peut être conclu. Parce que vous savez, tout le week-end a été utilisé pour discuter, pour essayer de trouver les compromis. Donc ça peut venir, ça peut être entendu au sein du Conseil national, mais non, pas révélé. Pas révélé au grand public jusqu'à demain, très tard dans la nuit. Pourquoi tout ce mythe? Pourquoi, oui, pour ce mythe? Parce que le contexte est difficile. Le contexte est difficile. Le contexte des lois. Regardez simplement la question d'autoparrainage dont on peut féliciter à Angelo d'avoir poussé quand même la Cour à au moins se prononcer pour dire que c'est irrecevable. Et tout à l'heure, vous avez dit que le Parti politique des démocrates regorge de belles et bonnes personnalités. Si la question de l'autoparrainage reste une question dubitative, pourquoi ne pas choisir d'autres, carrément sans passer? Non, ben, non, est-ce qu'il y a des ambitions qui ont du mal à désister? Je crois, pour ce que moi j'ai lu sur leur page Facebook hier, que ça fait partie de la question qui fait que ça traîne. Donc je suppose que d'ici là, ils vont s'entendre sur ce qu'il faut faire pour que nous ne soyons pas dans des situations difficiles. Malgré qu'on sait que normalement, ça ne devait pas poser des difficultés. Hein. Et ça, Angelo est là, il peut, du point de vue juridique, nous dire que normalement, il ne devrait pas avoir de problème d'autoparrainage. Mais Landry Angelo, lorsqu'on nous voit de près et qu'on juxtapose un peu avec le cas du Sénégal, est-ce que la question de l'autoparrainage devrait toujours poser problème lorsqu'on sait qu'il y a un doute, mieux vaut s'abstenir et prendre quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut déduire qu'il y a des ambitions des députés LD qui ne veulent pas s'effacer?
Oh oui, lorsque vous observez bien, l'on a l'impression, en tout cas de loin, comme j'aime bien le dire, de l'extérieur, l'on a l'impression qu'il y en a et au niveau des LD qui restent accrochés à leur ambition d'être parmi le duo, je vais le dire ainsi. Donc ils ne veulent pas, ils pensent qu'il faut y aller. Or, il y a un problème, il l'a dit tout à l'heure, l'autoparrainage n'est en réalité pas un problème, mais il devient un problème, nous l'avons dit suffisamment ici, quand on considère le contexte qui est le nôtre, l'imprévisibilité des décisions de justice, une analyse parfois orientée des dispositions de la loi et aussi la capacité à innover dans le sens contraire. Donc, quand vous tenez compte de tout cela, il est un peu difficile de dire aux gens d'aller mettre un député dans le duo. Et c'est pour cela, moi, je dis, ce qui est sûr et qui peut nous rassurer, qui peut rassurer le peuple béninois, c'est que lorsque vous choisissez un duo où personne n'est parrain, personne n'est député, vous êtes sûr tout au moins d'aller aux élections. Lorsque vous choisissez un duo où une seule personne est députée, il y a énormément de risques aujourd'hui pour que votre candidature soit écartée. Et donc, face à cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut privilégier l'intérêt national, il faut privilégier l'intérêt de votre parti et non vous, votre propre intérêt. C'est très important. Et si les gens en arrivent à privilégier leur intérêt, c'est que ça pose un problème. Cela voudrait dire, Ousmane Sonko aurait fait pareil que le président Diomaye Faye ne serait pas là. Il faudrait que les Béninois apprennent des autres pays. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on pense que nous sommes faits pour être président ou vice-président. Non, ce n'est pas important. Le plus important, c'est que l'équipe gagne. Si le Bénin peut gagner, c'est le plus important. Merci à vous, Landry Angelo Adelakun, pour ces analyses. Merci également à Paul Maïroussou pour vos analyses également. On va suivre et peut-être revenir demain matin pour suivre les échanges. C'est sur ce débat matinal que prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Que la semaine soit féconde à tout un chacun. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter.